Bonjour, je suis Stella Warnier et je suis ravie que vous écoutiez Raconte-moi un commun, le balado pour contrer l'individualisme et proposer une solution concrète, les communs. Chaque semaine, je reçois une personne dont le récit m'a inspirée et qui présentera un commun, c'est-à-dire un groupe de personnes qui s'unissent autour de valeurs d'entraide et de solidarité, qui mettent en commun leurs ressources et qui prennent les décisions collectivement. Parce qu'un monde meilleur, ça existe déjà. Une épicerie ouverte 24 heures sur 24 pour ses membres, où il n'y a pas d'employés, où on passe soi-même à la caisse pour payer ses produits sur la base de la confiance et où on participe aux commandes des fournisseurs, où on est des actionnaires. Mais surtout une entreprise qui a pour vocation de mourir. Ce que je décris, c'est l'épicerie Comptoir Saint-Vrac à Saint-Adrien, en Estrie, située au bord d'une petite route au milieu des champs. J'ai eu la chance de rencontrer Conrad et Pierre et de visiter avec eux la ferme Dans le Vent, où on pratique l'agriculture régénérative et où on enseigne aux autres les bases de la souveraineté alimentaire. Dans cet épisode, avec Conrad, on parle d'entreprise régénérative, de transparence, de la propriété privée et de réapprendre à nous nourrir nous-mêmes. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute. Conrad Goulet, bonjour. Salut. Merci de me recevoir en Estrie. Tu es entrepreneur depuis tout jeune, alors que tu t'impliquais dans l'entreprise familiale et tu as été dans des milieux industriels autant que des milieux artistiques, toujours en t'intéressant à l'humain au milieu de tout ça. On se parle aujourd'hui parce que tu as cofondé l'épicerie Comptoir Saint-Vrac à Saint-Adrien en Estrie avec Pierre Robichaud, ainsi que la ferme Dans le Vent avec ta conjointe Aline Piché. Pour mieux apprendre à te connaître, est-ce que tu peux me dire quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Non, ça commence fort. En fait, je pense laisse-moi y penser 2 secondes. La transparence, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Je crois que la transparence, ça nous met comme un peu au même niveau. En fait, on peut, si on est capable d'avoir un dialogue sur ce qui nous habite, sur ce qu'on vit en temps réel avec les gens autour de nous, que ce soit dans nos familles, dans nos entreprises, cette transparence permet à ce que tout le monde puisse se positionner d'une façon plus juste envers ce qui se passe. Donc, j'essaie d'être le plus transparent possible avec ce que moi je vis dans ma vie, puis je pense aussi ça amène une confiance, que les gens aussi se sentent à l'aise d'être transparents avec toi. Donc, puis je pense que ça paraît aussi dans les gens qui nous côtoient, puis le concept du Saint-Vrac, c'est beaucoup basé sur la transparence, en fait. Parce qu'on est très ouvert avec ce qu'on fait, avec ce qu'on vit, avec nos chiffres, avec tout. Donc, ça permet à ce que les gens se sentent intégrés aussi à beaucoup de nos discussions. Fait que ça serait comme un des piliers. Ensuite, je te dirais il y en a comme plusieurs. C'est correct d'en avoir juste une aussi, là. Ouais. On va s'en venir à celui-là. En fait, avec le temps qu'on a, je pense qu'on va s'en venir à celui-là. Ben, c'était déjà une très belle valeur. Justement, en parlant du Saint-Vrac, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement du comptoir Saint-Vrac, l'implication des membres et peut-être, tant qu'à faire, le rôle que la transparence joue là-dedans? En fait, le comptoir Saint-Vrac, c'est une épicerie en libre service qui a pour attribut d'être participatif, régénératif aussi. Dans le fond, le fonctionnement de base, c'est de rendre accessible à une communauté, une petite communauté, des aliments sains. Puis principalement dans des déserts alimentaires ou des endroits où c'est compliqué à s'approvisionner de ce niveau de qualité d'aliments. Du type biologique ou local ou provient d'une agriculture qui est éthique ou régénérative. Donc, on s'est beaucoup spécialisé dans cette forme d'accessibilité-là, d'où la raison qu'on est ouvert 24 heures sur 24 en milieu rural, ce qui est vraiment précieux pour les gens qui habitent ici. Puis, dans le fond, on travaille aussi avec des membres dans le principe de membership.
qui fait en sorte que les gens du public peuvent venir nous voir durant les journées où ce qu'on est ouvert au public, les journées colibri qu'on appelle, où ce que les gens peuvent venir puis butiner puis explorer le magasin sans trop d'engagement puis en apprendre sur nous. Donc n'importe qui peut acheter chez nous. Par contre, si les gens veulent s'engager davantage, ils peuvent devenir membres puis payer un frais annuel pour avoir des privilèges comme l'accès 24 heures, des rabais supplémentaires, puis des cadeaux, puis des accès à nous faire des demandes. Donc, on essaie de vraiment créer une épicerie qui est à l'image des membres qui s'engagent, finalement. Puis même que un membre qui est, mettons, chevreuil ou ours, parce que c'est tous des avatars dans notre écosystème du Saint-Vrac, ben ils peuvent se faire échanger leur adhésion contre du temps qu'ils viennent donner en magasin. Donc, toutes les opérations du Saint-Vrac sont faites par les membres. Donc, on n'a pas un principe d'employeur-employé où ce qu'on engage des gens pour faire des tâches. L'idée avec le Saint-Vrac, c'est que les gens développent un sentiment d'appartenance envers le magasin qui les nourrit, qui va au-delà de juste acheter des pommes et du lait, mais aussi d'aller chercher l'engagement plus profond des membres qui l'utilisent. Donc, même si quelqu'un vient faire le ménage chez nous, ben on prend sa perspective et son point de vue sur le ménage à cœur, parce que c'est les gens qui utilisent le magasin, donc leur perspective est vraiment importante pour nous. C'est pour ça une des raisons qu'on encourage les gens à venir échanger leur temps au Saint-Vrac, parce que ça permet de bâtir cette relation-là, puis avoir plein d'angles morts qu'on n'aurait pas si on était une espèce d'entreprise classique avec un chef en haut qui veille sur tout. Donc, ça touche une partie de ce que c'est le Saint-Vrac. Puis la manière dont votre site web est fait, les membres ont accès à des informations. Là, je reviens à la transparence. Tu m'as ouvert la porte avec cette valeur, donc je vais la réutiliser, mais tu m'expliquais hier que les gens peuvent vraiment voir qui sont les fournisseurs, combien est-ce que ça coûte. Non seulement ça, mais toi, tu encourages les gens à trouver des co-acheteurs pour certains produits, pour faire des précommandes à travers vous auprès des fournisseurs pour avoir accès moins cher à des produits de qualité. Peux-tu expliquer ça un petit peu? Ouais, c'est comme deux sujets, mais je vais essayer de les combiner ensemble. Dans le fond, il y a comme l'aspect de la transparence où on est très à l'aise, dans le fond, à divulguer d'où viennent les produits, quel fournisseur, quel distributeur, même le prix coûtant, les marges qu'on prend, on n'a aucune gêne à nommer ça. Puis l'autre part, il y a le concept des précommandes. Puis comment que les deux s'alignent ensemble, c'est que dans la dernière année, on a été très transparent justement avec les gens sur les exigences que les fournisseurs ont envers nous, que ce soit les délais de livraison, les minimums de commandes, les différents produits offerts. Ben on inclut dans chaque produit justement des descriptifs qui permet aux membres de savoir d'où vient leur produit, mais aussi c'est quoi les contraintes que nous, on a, dans le fond, pour passer ces commandes-là. Puis l'une des contraintes principales, je te dirais, c'est le minimum de commandes. Fait que s'il y a un minimum de commandes de 800 ben là, ça veut dire qu'il faut que j'achète pour 800 coûtant d'aliments pour pouvoir avoir la commande qui débloque. Fait que pour ce faire, on a développé le principe des précommandes. Donc, les précommandes font en sorte que on explique, ben ce fournisseur-là, ça prend 800 pour passer une commande chez eux. Donc, on va se mettre ensemble durant une période, puis on va cumuler des produits ensemble qu'on a besoin d'acheter, autant nous pour le magasin que les gens pour chez eux. Puis on amène les gens finalement à travers ces cycles de précommande-là à développer leur propre inventaire à la maison. Donc, avec les contraintes de nos fournisseurs, puis la transparence qu'on a eue envers nos membres à dire, ben écoute, aidez-nous à vous aider, parce que on peut pas juste arriver avec une commande à 500 puis improviser 300 de plus de produits pour avoir accès. Ça devient compliqué. Fait que les précommandes nous permettent de vraiment comme éduquer finalement les gens sur les contraintes qu'on a puis comment que nos fournisseurs travaillent.
Puis on a trouvé une solution qui permet de faciliter l'accès à tout le monde. Puis en plus, ben, on a un groupe privé sur Facebook qui permet aux gens de se mettre ensemble pour acheter, par exemple, une poche de riz. Donc, on peut acheter en vrac du riz au kilo, qui va avoir un prix, par exemple, 7 $. Mais si moi, toi, mon voisin, puis une autre personne, on se met ensemble, puis on achète une poche de 25 kilos à 4, ben, le prix au kilo va baisser significativement. Il va tomber peut-être à 5,50 le kilo. Donc, on encourage les gens justement à se mettre ensemble puis à co-acheter finalement. Ouais, puis cette manière-là de faire finalement son épicerie de manière collective, parce que c'est un peu ça, là, on se dit parlons avec mes voisins, parlons avec les gens autour de moi pour voir si d'autres personnes sont intéressées par le même produit pour que finalement on l'aie beaucoup moins cher. Oui, absolument. Ben, puis en fait, on croit fortement que le monde, l'alimentaire, ça a toujours été communautaire. Donc, il y a toujours eu un ralliement, un rassemblement autour de ce qu'on mange. Fait, anciennement, quand il n'y avait pas de tracteur, ben, les gens étaient collectivement impliqués dans les productions agricoles. Donc, il y avait comme ce rassemblement-là pour produire des aliments. Puis après ça, ben, on peut voir dans plein de cultures qu'il y a des célébrations qui tournent autour de ce que les gens mangent. Il y a une raison pour ça. C'est tout relié aux formes d'agriculture qui étaient dépendantes des humains et non des machines. Donc, nous, on essaie de créer un modèle d'affaires, finalement, qui, oui, va tirer un certain profit pour que moi aussi, je puisse manger puis me loger. Mais que dans le fond, on focus vraiment sur développer une intelligence collective autour de l'alimentaire. Donc, on essaie de ramener ces valeurs-là à travers une poche de riz, finalement. Donc, c'est ce qu'on voit, le résultat est quand même visible. Les gens se mettent ensemble sur le groupe qu'on a créé. Chaque fois que quelqu'un veut co-acheter quelque chose, ben, c'est à peu près à coup sûr qu'il va trouver des partenaires de co-achat. Donc, c'est une première étape pour nous vers un modèle qui est plus... qu'on régénère le modèle communautaire autour de la bouffe, finalement. Et ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est que ces valeurs-là dont tu me parles, vous les incarnez réellement et à travers nos discussions hors micro hier, j'ai vraiment pu le constater. Hier, tu me disais que le comptoir Saint-Vrac, c'était une entreprise régénérative qui était faite pour mourir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, c'est inspiré d'un livre que j'ai co-traduit avec Aline, ma conjointe, qui s'appelle Entreprise régénérative, qui provient de deux piliers, si tu veux, du monde de la permaculture, dont j'ai fait partie pendant longtemps. Puis c'est un concept que j'ai beaucoup accroché. Puis en gros, les entreprises régénératives, ils fonctionnent d'une façon très organique et vivante. Ils sont structurés sur plusieurs formes de capitaux. La plupart des entreprises sont basées sur leur capital matériel, leur actif financier. Puis là, ben, on entend parler de leur implication au niveau de l'environnement, l'aspect social, qui est souvent, de mon point de vue, très superficiel, juste pour comme nommer qu'ils font ça. Donc, c'est pas vraiment... Ils développent pas ces capitaux-là en profondeur. Puis, ce qui est intéressant avec les entreprises régénératives, on travaille sur le capital informationnel. Donc, on bâtit de l'information, l'expérience. Donc, des capitals expérientiels, comme bâtir une maison, c'est une expérience, c'est un capital. Puis, il y a l'aspect spirituel aussi, puis culturel. Je vais pas aller en détail là-dessus, mais autrement dit, quand on fait une espèce de comptabilité de nos actifs, on considère toutes ces sphères-là, dans le fond, dans notre entreprise. Donc, ça amène une entreprise qui est beaucoup plus profondément ancrée dans le réel. Donc, on regarde tous les facteurs qu'on influence plutôt que combien il me reste dans mon compte de banque, finalement. Fait que c'est une perspective plus large. Puis ensuite de ça, les entreprises régénératives sont là pour remplir un besoin. Puis cette entreprise-là, elle n'a pas besoin d'être une incorporation, ça peut être une OBNL, ça peut être, on va dire, une organisation quelconque, là, de peu importe la forme juridique. Mais le but, c'est que on remplit un besoin, puis initialement, on planifie notre mort. Parce que une fois que le besoin est rempli, le Saint-Vrac, il n'y a plus besoin d'être présent. Donc, ce que ça met que ça crée comme ton, c'est que là, on doit éduquer les gens, finalement,
sur comment s'approvisionner alimentairement, comment se mettre ensemble pour acheter des aliments, comment produire ces aliments aussi. Donc, toute cette dynamique sociale, éducative fait en sorte qu'on rêve qu'un jour que le Saint-Vrac n'existera plus parce que les gens vont faire pousser leurs sarrasins, vont élever leurs cochons, vont se mettre ensemble pour faire pousser du maïs, que finalement, on va avoir atteint cette espèce de souveraineté alimentaire qui est la vision du comptoir Saint-Vrac. Dans un monde idéal, le Saint-Vrac serait dissous dans 50 ans. Avec Pierre, vous avez choisi de ne pas créer une coopérative ou une OBNL, mais vous avez plutôt choisi le modèle de la société par action. Puis ça, on le voit très peu dans les communs. Est-ce que c'est un choix qui vous a permis d'avoir plus de liberté avec votre gouvernance? Qu'est-ce qui a motivé le choix de la société par action? Au départ, on était vraiment ouvert aux 3 formes juridiques les plus communs, là, l'OBNL, la coop, puis l'incorporation. On a observé avec des yeux d'enfant les 3 formes juridiques. On était très ouverts. Ce qui s'est passé finalement, c'est qu'on a réalisé que malgré l'enthousiasme des gens à vouloir participer puis à contribuer au projet, il n'y avait pas nécessairement je sais pas c'est quoi le bon terme en français, mais ils voulaient pas mettre leur skin in the game. Ils étaient comme pas prêts à s'impliquer ou à s'engager au-delà de leur zone de confort, mettons. Puis en tant qu'entrepreneur, on se met souvent dans cette position-là, d'être à l'extérieur de notre zone de confort, parce que c'est là que ça se passe. Donc je crois que dans des modèles OBNL coopératives, quand il y a une espèce d'équité à travers l'opinion ou le jugement de tout le monde, ça fait en sorte que les gens qui risquent le plus ne sont pas nécessairement valorisés. Donc, on a rapidement compris qu'on voulait avoir un système plus méritocratique, dans le fond. Donc, plus tu t'impliques, plus tu contribues, plus que tu es rémunéré ou récompensé, finalement. Donc, Ou même écouter. Ou écouter, oui, que aussi. La valeur de la critique constructive des gens, évidemment, est plus forte quand les gens savent de quoi ils parlent parce qu'ils s'impliquent et parce qu'ils ont vraiment mis les mains à la pâte. Absolument. On adore la critique, on adore le feedback, encore plus quand ça vient de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc, ça arrive que les gens nous amènent des critiques qui sont pas nécessairement fondées. Ça nous permet d'avoir un dialogue avec eux, puis d'aller en profondeur, puis d'essayer de mieux comprendre leur point de vue, puis de leur faire comprendre aussi notre réalité. Donc, on a beaucoup de confiance envers les actionnaires puis les gens qui tournent autour de l'incorporation. C'est un modèle qui est magique à travailler avec parce qu'il nous permet de faire n'importe quoi. Donc, la plupart des gens utilisent ce véhicule-là pour privatiser des idées puis de concentrer les profits dans 1 ou 2 ou 3 actionnaires ou plusieurs actionnaires comme à la bourse. Mais l'idée est de ce véhicule-là est modulable à l'infini. On peut créer une quantité énorme de différents types d'actionnaires, avec vote, sans vote, des privilèges qu'on juge, une charte d'actionnaire, tu peux entièrement monter ta charte d'actionnaire comme toi tu le sens. Donc, cette flexibilité-là nous a vraiment permis de jouer avec le modèle. Parce que on n'est pas des épiciers, on n'est pas des acheteurs de profession. On fait ça par passion pour la souveraineté alimentaire. Donc, l'idée d'avoir une flexibilité dans le modèle était vraiment important pour nous. Puis l'incorporation nous le permet. Est-ce que tu pourrais me dire ce que ça signifie les communs pour toi? Donc, soit ta définition ou simplement la manière dont ce concept-là résonne pour toi. La première image qui me vient en tête, c'est que tout est en commun. Dans le fond, je pense que on respire la même air, on cohabite des espaces avec une multitude d'êtres vivants, et pas juste des humains. Donc, tout est en commun. Puis je pense qu'on a, à travers le temps, avec la civilisation, puis le désir de contrôler finalement tous les aspects de l'être humain, a fait en sorte qu'on a tracé plein de lignes imaginaires, puis qu'on a inventé des règles dans un jeu imaginaire qui s'appelle la loi sur qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi, puis où sont les choses à leur place et tout, comme des cadastres. Donc, je crois que
c'est ça. Pour moi, c'est une illusion qu'on est séparés. Fait que pour moi, les communs, c'est juste de se réapproprier ce qui est réel, dans le fond. Donc, je suis pas... j'ai des voisins, mais je veux dire, l'oiseau, il passe au-dessus de ma terre comme il passe au-dessus de celle de mon voisin, puis il voit pas une différence nécessairement, à part des éléments distincts, mais je veux dire, lui, il vole par-dessus un territoire. Donc, sachant qu'on a aussi évolué en tant qu'espèce, comme en bande puis en commun. Donc, de revenir à des structures qui mettent les choses en commun, ça, c'est devenu comme une obsession pour moi dans les derniers 15 ans. Donc, de réaliser que la nature fonctionne comme ça, la forêt est une entité qui travaille avec des dynamiques hyper complexes à tout garder en commun, à partager les ressources, autant le soleil que les nutriments dans le sol, que l'eau, donc il y a toute cette magie de la vie qui veut garder les choses en commun, puis nous, les êtres humains, on s'est fait à croire que finalement, non. Cette rivière-là, il y a une ligne qui est tracée là, où cette frontière-là décide en fait qui es-tu. Donc, je pense que c'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment de revenir à ce qui est propre à l'humain, finalement, d'être en commun, puis de vivre en commun. Donc, les communs sont quelque chose pour toi qui finalement vont de soi. Mais dans le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, c'est un travail conscient d'y revenir alors que c'est quelque chose de naturel. C'est comme on a développé un langage, des actions, des célébrations, des religions, des vêtements qui nous unissent. Il y a tellement une complexité. Merci pour ta réponse. On va aussi discuter de la ferme dans le vent, mais avant, Conrad... C'est dans le vent. Dans le vent. Il n'y a pas de... Oh mon Dieu, OK. Apostrophe. La ferme dans le vent. Mais avant ça, je voulais revenir encore un peu à toi puis te demander, Conrad, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais un ado? Bonne question. En fait, avant d'aller au cégep, je voulais devenir pilote d'hélicoptère. OK, mon Dieu. Je faisais beaucoup de planches à neige, puis je regardais les revues puis les vidéos, puis j'étais comme, wow, j'aimerais ça être le pilote qui pitch un gars, genre... Sur la montagne. Sur la montagne, tu sais. Puis là, je pourrais voyager, voir plein de choses, faire plein de snow, puis... mais je pense que c'était c'était juste une bulle, dans le fond, puis... j'avais pas vraiment une idée claire, parce que je pense que j'ai été élevé dans une espèce de banlieue, qui est maintenant rendue une banlieue, Chambly, que je trouve qui m'a pas nourri côté rêve et aspiration. Puis c'est pas une critique envers mes parents. Je pense que mes parents ont bien fait ce qu'ils ont fait avec ce qu'il y avait. Mais c'est juste, c'est comme... c'est ça, il y a pas... j'ai pas vécu une espèce d'éveil ou d'étincelle par rapport à quoi que ce soit. Donc, c'était assez drabe. Mettons, cette partie-là de ma vie. Mais après ça, j'ai navigué dans des eaux de confort avec l'entreprise familiale, puis ça m'a amené à développer tellement de compétences croisées à plein de niveaux, puis à explorer plein de choses. Fait que j'ai l'impression d'avoir trouvé ce que je voulais vraiment faire, comme autour de 30 ans. Fait qu'un late bloomer sur ce que je souhaitais faire. Parce que je pense que j'en savais pas assez, en fait. Puis c'est ça que la permaculture m'a amené, dans le fond. Ça m'a amené à réaliser, finalement, je sais rien. Fait que j'ai besoin d'aller apprendre. Puis là, j'ai développé une soif d'apprendre sur plein de sujets. Puis ça m'a amené à vivre plein d'expériences, puis à faire plein de projets intéressants, dont là où je suis rendu aujourd'hui. Fait que je me sens aligné avec ce que j'ai besoin de faire pour le restant de ma vie aussi. Même si t'es pas pilote d'hélicoptère, t'es quand même correct. Non, puis j'ai même pas envie de l'être. Je suis bon, tant mieux. Ça a l'air ben trop dangereux. C'est vraiment... Moi, je check les vidéos sur Internet, je suis comme non. Ouais, les pieds au sol. Plus terrestre qu'aérien, en fait. Puis, avec la ferme dans le vent, pas de E, vous pratiquez avec Aline l'agriculture régénérative. J'ai vu hier la future pépinière qui est pour l'instant piétinée par des poules, puis un peu plus loin par des cochons. Ouais. Est-ce que tu veux nous l'expliquer un peu?
Oui, en fait, l'agriculture de régénération ou le terme agriculture régénérative est un peu en vogue en ce moment, plus qu'avant en tout cas. Puis à la base, c'est beaucoup rattaché à revenir à une agriculture où on élève des bovins sur pâturage finalement, dans leur état naturel, ce qui fait en sorte que la symbiose entre la vache et l'herbe et le sol et son environnement régénère finalement l'écosystème. Donc, on rajoute des fertilisants, des micro-organismes et compost, puis de la matière organique dans le sol. Le sol, ensuite, devient un lieu fertile pour la croissance de plein de plantes, accumule de l'eau, accumule du CO2 aussi. Puis, ça fait en sorte que dans cet écosystème-là, il y a comme un enrichissement, si tu veux, du vivant. Puis ce qu'on va voir, c'est le retour de certains oiseaux, certains insectes, certains animaux. Tout ça à cause qu'on laisse finalement des bovins pâturer. Donc ça a l'air complètement absurde qu'il faut avoir une ferme hyper contrôlée avec de la moulée qui est amenée à un ruminant. On a réussi à le maintenir en vie assez longtemps pour qu'on puisse aller à la boucherie ou donner du lait. Finalement, c'est un modèle qui dégénère l'animal, qui dégénère les sols parce qu'on dénude les sols à chaque année dans le but de cultiver du maïs et du soya. Donc, il y a un lessivage qui se passe. Donc, quand le sol est nu, c'est une plaie, en fait. Donc, du sol ne doit jamais être nu. Donc, il est à nu, il est en processus de désertification, finalement. Donc, quand on regarde des terres agricoles qui ont aucun herbe dessus, qui sont en attente, finalement, d'une semence puis des fertilisants chimiques, c'est ce qu'on appellerait une agriculture dégénérative. Donc, on est en train de perdre tout notre topsoil. Fait que nous, mettons, si on ramène ça à la ferme, l'idée, c'est que on n'a pas de bovins, mais on a des poulets, poules pondeuses, puis des cochons. Puis on les fait pâturer, finalement, d'une façon assez programmée qui fait en sorte qu'ils vont créer une perturbation au niveau du sol. Surtout les cochons, ils vont comme labourer finalement un champ. Eux autres, ils aiment les racines. Donc, ils vont manger de l'herbe. Après ça, ils vont se mettre le groin dans la terre, vont arracher l'herbe, puis les racines vont manger les racines. Puis là, pendant qu'ils font ça, ils défèquent. Donc, ils laissent un dépôt de fertilisant. Puis ensuite, on change de pâturage comme ça. Puis on vient finalement aérer, engraisser nos pâturages à travers le travail des animaux. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Puis, parce qu'eux autres, ils vivent une vie qui est beaucoup plus alignée avec leur état naturel, leur comportement naturel. Puis nous, on rebâtit les sols de notre ferme. Puis ce qui arrive avec les cochons, les poules, ils vont des fois, ils ont besoin d'un endroit plus concentré. Donc, dans cet endroit plus concentré-là, où on les nourrit, on les abreuve ou on les déplace, là, on met beaucoup de paille puis de foin comme litière. Puis à la fin de la saison, on prend tout ce fumier-là, puis on crée des lits de culture, comme des grosses buttes, finalement d'environ 4 pieds de large par 2-3 pieds de haut, où ce qu'on vient planter des espèces indigènes du Québec et des espèces de production type à fruits, à noix, médicinales. Puis l'idée pour nous, c'est d'utiliser finalement les ressources de nos animaux pour développer une pépinière qu'on va pouvoir réintégrer les plantes indigènes qu'on retrouverait dans cette région-ci dans nos terres agricoles. Puis ce qu'on voit, mettons par exemple, on a creusé un bassin d'irrigation pour abreuver nos cochons. La première année, on avait des écrevisses dedans, des canards. La deuxième année, on a trouvé une truite. Juste pour situer, là, on l'a pas vu hier quand on a marché, mais c'est quand même assez loin des points d'eau. Puis nous, on est en haut de la colline. Donc l'eau qui est chez nous, elle provient de chez nous. Il n'y a pas de rivière en haut, il n'y a pas rien. On a vu de nombreuses espèces juste parce qu'on a creusé un bassin d'environ 30 pieds de diamètre. Fait qu'à terme, on souhaite avoir des dizaines d'étangs ou de bassins sur notre terre. Oui pour l'irrigation, mais oui pour la biodiversité. Parce que l'eau, c'est la vie, finalement. Puis dans les modèles agricoles en ce moment, d'avoir un point d'eau, c'est une perte parce que là, t'enlèves de la superficie. Exact. Fait que quand on parle de régénératif, c'est à ce sens-là. Puis après ça, il y a tout le volet social de comment on interagit avec nos clients, finalement, qui deviennent comme une espèce de communauté autour de la ferme. Puis les gens viennent nous aider à débarquer les porcelets quand on les reçoit, ou les embarquer quand c'est le temps d'aller à l'abattoir, ou de faire des projets sur la ferme pour que les gens puissent comme être connectés à l'agriculture. Donc, il y a toute cette
cet aspect-là aussi qui est au niveau de la régénération. Donc, de se réapproprier finalement ces tâches-là, puis ces métiers-là, puis ce savoir-faire. Puis justement, hier, on a beaucoup discuté des savoirs agricoles qui se sont perdus, souvent en l'espace d'une génération. Pierre disait que la terre familiale de ses grands-parents avait été scindée en 16 enfants, je pense. Chacun a fini par vendre son lot, puis en l'espace de quelques décennies à peine, on perd complètement le rapport à la terre, les compétences nécessaires pour subvenir à nos besoins. Puis hier, Conrad, tu m'as dit quelque chose qui m'a frappée, parce que je te disais qu'en ville, on romance beaucoup l'idée du travail de la ferme, alors que dans les faits, il faut se lever à 5 heures du matin pour travailler. J'étais vraiment dans l'autodérision. Puis tu m'as répondu, mais se lever à 5 heures pour voir le soleil et travailler la terre, c'est romantique. Qu'est-ce que toi, tu y retrouves personnellement quand tu travailles sur la ferme? Ben, en fait, je pense que juste le fait que quand on se retrouve en nature, puis qu'on travaille avec le vivant, le vrai vivant, pas quelque chose qui est branché dans un mur, mais quelque chose qui s'autosuffit dans la magie de la nature. Je pense que ça vient toucher des cordes en nous, ça nous rappelle que nous aussi, on est ça. Donc, la possibilité d'être émerveillé est présente à chaque instant. Oui, on peut être émerveillé par le lever du soleil, puis justement, au lever du soleil, ben c'est là que les animaux s'activent, les insectes, fait qu'il y a plein de choses qui se passent. Tu vas voir un renard passer, tu sais, puis là, ben, une semaine plus tard, t'en vois un frapper sur le bord de la route, ça t'attriste. Fait qu'en tout cas, il y a comme toute cette notion d'être connecté à son environnement qui est vraiment puissant, qui fait que t'oublies un peu le temps, t'oublies ce qui se passe à l'extérieur, parce que la seule vraie réalité est devant toi. C'est l'arbre qui pousse là depuis 50 ans, puis tu comprends à peine pourquoi il fait ça. Donc, puis on cherche tellement dans notre monde hyper rationnel et intellectuel à tout définir, à tout savoir, puis finalement, c'est une farce parce qu'on peut pas tout ça. Puis on peut pas tout définir. Les mots ne rendent jamais justice à ce qu'on fait, je veux dire, à la nature. Donc, pour moi, travailler avec le vivant sur une ferme me rappelle ça, puis je suis toujours excité de faire ça. Après ça, oui, il y a des tâches qui sont plus chiantes que d'autres, puis c'est comme on a toujours des préférences sur ce qu'on a envie de faire, mais au bout du compte, il y a comme, quand tu es satisfait de ta journée, c'est une autre forme de satisfaction qui est plus profond, qui vient toucher des cordes primitives en nous. Surtout, ben, quand tu l'as vu, cette truite-là, dans ton bassin que tu as creusé, ben, c'est comme, wow, j'ai juste fait ça, puis ça l'a créé ça l'a amélioré la biodiversité. Fait que c'est comme, c'est quoi d'autre je peux faire? Fait que là, la motivation, ouais, là, tu te mets à voir un peu, ben, toutes les possibilités. Puis c'est à l'infini. Donc, tu sais, j'ai un projet de vie devant moi. Dans mon idéal, je meurs sur cette terre après avoir fait des milliers de projets passionnants. Donc, il y a pas grands endroits que je pourrais me voir faire ça. Quand tu es en nature, on dirait que l'infini est vraiment plus proche de toi que c'est ça, que dans un bureau ou dans une épicerie. Ça m'amène à mes questions de la fin. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu es aligné avec tes valeurs? La réponse courte, c'est oui. Je crois que je suis en lien avec les valeurs, puis d'où je viens aussi. Parce qu'il faut comprendre d'où on vient. J'ai pas grandi, puis j'ai pas évolué dans les valeurs que je pratique aujourd'hui. Que ce soit les valeurs que je porte envers mes enfants, mon travail, la terre. J'ai pas grandi, puis j'ai pas évolué dans ces valeurs-là. Donc, j'ai plein de valeurs dégénératives encore innées en moi. Ben, que j'ai travaillé très fort à déconstruire, mais que finalement, il y a toujours des relents, puis ça revient, dans le fond. Ouais. T'as le goût de manger du fast-food sur le bord de la route, mais c'est en toi, puis c'est comme... Fait que je pense que dans mon ouverture, puis mon autotransparence, ben c'est comme... Je l'accepte. Fait que je crois que ce qu'on crée aujourd'hui est aligné avec nous à 100%. Tu sais, c'est ce qu'on souhaite après comme plus d'une décennie de réflexion puis d'efforts pour y arriver. Je crois qu'on a vraiment construit une vie qui est en lien avec nos valeurs. Je me vois vraiment mal faire autre chose que ce qu'on fait là. Puis après ça, ben je me juge pas sur OK, on a du plastique là dans
dans notre épicerie. On a de l'emballage, on n'est pas zéro déchet. Mais je suis définitivement dans l'ouverture de développer un gasifier pour comme convertir ce plastique-là en électricité. Donc, tu sais, c'est à m'amener... c'est ça. Je pense qu'il faut pas... On fait de notre mieux. Ouais, absolument. On fait de notre mieux. Puis moi, j'y crois que quand je me couche le soir, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait de mon mieux avec ce que j'avais puis dans tu cette journée. Un sens à ce que tu fais. Absolument. De plus en plus, parce que on voit les résultats aussi qui se pointent le nez à chaque jour. Donc, ouais, c'est ça. C'est quoi ta plus grande fierté? Plus grande fierté. C'est des questions super faciles. Là. Ouais, c'est ça. La fin. J'essaie de faire attention à ce terme-là, parce que c'est comme une espèce d'attachement à quelque chose. Parce que, je crois que j'ai eu beaucoup, des succès puis des échecs. Fait que je dirais que, mettons, peut-être ma plus grande fierté, c'est être capable d'accepter les échecs puis les succès relativement égaux. OK. Fait que ça me permet de rester équanime, mettons, d'avoir acquéri un peu cette façon de voir la vie, de pas se laisser nécessairement... happé. Ouais, par peu importe, là. C'est trop de plaisir ou trop de noirceur, d'essayer de rester le plus centré dans toutes les situations. Donc, tu sais, accepter l'impermanence des choses. Ouais, c'est ça. Puis si j'avais à dire, mettons, une affaire dans ma vie, mettons, que pour être un peu normal dans ma réponse, mais ça serait ma famille. C'est aussi peut-être dysfonctionnel qu'elle peut l'être comme n'importe quelle famille. J'ai l'impression qu'on réussit à faire quelque chose puis d'avoir une dynamique qui est relativement saine puis qui fait en sorte qu'on se sent en sécurité. Puis on fait de notre mieux. Puis si je me compare avec mes parents, pas pour leur lancer des roches, mais je veux dire, ils ont fait de leur mieux. Mais j'ai l'impression qu'on est comme en train d'améliorer finalement notre lignée. Et ma dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent, qui peut-être ne connaissent pas les communs ou peut-être ont un désir de s'impliquer? Ben, je dirais que les gens le savent déjà plus qu'ils pensent. Parce que, étant donné, comme on disait plus tôt, que c'est inné en nous, les communs. Mais je crois que si tu te poses la question, puis t'écoutes ce podcast-là, forcément, tu es dans une démarche. Donc, trouve des projets qui te passionnent, ou un sujet qui te passionne, que ce soit l'agriculture, le monde des affaires, puis tu vas trouver des gens qui ont cette intelligence collective-là. Donc, juste de développer une espèce de critique puis une perspective envers ce qui va être plus individualiste puis ce qui va être plus collectif, ça va t'amener à discerner dans quel environnement que tu as envie d'être, finalement. Fait que si tu as envie de nourrir les communs, ben il y a plein de projets dans les communs. Ça existe déjà. Ouais, exact. Fait que c'est juste une question de perception, dans le fond. Fait que si on nous a pas montré cette perception-là, c'est normal qu'on la voit pas. Mais que finalement, c'est en toi. Fait que de te lancer dans des milieux qui partagent tes valeurs-là, puis après ça, le reste va se faire tout seul. Ouais. Merci. Très bonne réponse. Ben, c'était tout pour mes questions. Merci, Conrad, d'avoir répondu avec ouverture, avec transparence. On revient là-dessus, mais avec vulnérabilité aussi, puis d'avoir partagé un peu ta vision des choses. Ouais, puis ben merci de faire ça. Je pense que c'est full à contre-courant de vouloir le commun dans des civilisations individualistes. Donc, je crois que le travail que tu fais de faire émerger ces réalités-là, ces sujets, c'est clair que ça va résonner avec les gens. Puis ça va avoir un impact. Donc, merci aussi de prendre tout ce temps-là, puis cet effort-là. Puis... C'est très gentil de le nommer. Ouais, yes. Merci. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire
Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.